Hop là. Et salutations. Ici Héros, le mirifique, le sublissime. Alors je ressemble à rien parce que je sors de ma sieste. D'accord. Donc ça c'est fait. Je voulais qu'on cause d'un truc. Parce que là, je sais pas si t'as vu, il y a eu un bail dans un lycée privé, là où un gamin s'est levé et a poignardé sa prof d'espagnol. Et, et du coup, ça a permis à toutes les raclures des plateaux télé, tu sais, les réacs à la con, donc là, en l'occurrence, il me semble que l'article dont on va parler, il parle de Kevin Bossuet, mais il me semble avoir entendu aussi Mathieu Bock-Côté raconter des conneries, conneries sur conneries là-dessus. J'ai vu les gens qui gueulaient à base de oui, les réseaux sociaux, gna gna gna, les jeunes ils connaissent plus la réalité de gna gna gna. Enfin bon. Donc on va causer de ça avec un article de jeuxvideo.com. Dont je suis assez curieux de savoir ce qu'il raconte. Alors, comment on va faire ça? Déjà, on va mettre ça, on va mettre ma tronche en piti. Yes. Euh... On a des points supplémentaires si on abat des femmes enceintes. Pourquoi les... Donc citation, fin de citation. Pourquoi les journalistes télé disent toujours autant d'absurdités sur les jeux vidéo? Ça, c'est le titre. Un article, donc publié le 23, sachant qu'on est le 25, par Meakaya, donc journaliste jeuxvideo.com, et voilà. Et c'est reparti pour un tour, un nouveau drame, et voilà que le jeu vidéo est de nouveau pointé du doigt sur les chaînes de télévision. Mais alors, d'où peut bien venir cette haine viscérale pour ce simple divertissement? Alors bon, simple divertissement, c'est une simplification quand même, mais bon. Tout a commencé par une histoire tragique, comme souvent. Une enseignante poignardée par un élève qui, selon les premières informations, souffrirait de problèmes mentaux. Mais pour certains, la cause de ce malheureux événement est tout autre, les jeux vidéo. Depuis quelques heures, nous revoilà une énième fois bloqués dans cette boucle du les jeux vidéo rendent violents. Après Marianne et l'e-sport, place à Kevin... après Marianne et l'e-sport. Donc j'imagine que Marianne a fait un truc sur l'e-sport, on va voir. Marianne Meporg, publié le 25/09/2022. Oui, c'est vieux ça. L'e-sport, un sport comme les autres. Oui, ok, on en avait déjà parlé de cet article-là, il me semble. Place à Kevin Bossuet et ses élèves tous lobotomisés, ah ouais quand même, par les jeux violents, ou Axel de Tarlet qui nous parle d'un mystérieux jeu dans lequel on marquerait un maximum de points en tuant des femmes enceintes. Ouais. Alors on pourrait débunker un à un les arguments vaseux apportés encore une fois, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt pourquoi ce discours persiste encore et toujours dans les médias traditionnels. Accrochez-vous, car pour trouver une explication, on va devoir faire un petit retour dans le passé. Hop là. Donc première partie, la menace du jeu vidéo. Une partie de la réponse réside dans l'arrivée même des jeux vidéo en France. Comme souvent, à ses débuts, le jeu vidéo est vu comme une étrangeté à rejeter. Il s'agit en plus de cela d'un objet qui est importé, un produit étranger, qui participe à l'enrichissement des autres nations, dont certaines qui n'ont pas vraiment la cote chez nous. Le Japon, en particulier, avec la Famicom à l'époque. Il suffit de regarder la véhémence avec laquelle a été reçu le Club Dorothée et la popularité des animés japonais. C'est Colin Royal si tu nous écoutes. Dans l'idée, c'est un peu la même chose, si ce n'est que pour les jeux vidéo, un autre enjeu vient se rajouter dans l'équation. Pour ce qui est du monde des médias, les jeux vidéo sont perçus comme une menace directe. On peut facilement comparer cela avec le traitement télévisuel des créateurs de contenu sur Internet. Ça, c'est hyper intéressant.
Difficile de ne pas sentir dans le fameux passage de Squeezie chez Ardisson un mélange de mépris et d'inquiétude, le premier probablement causé par le second. Donc le mépris causé par l'inquiétude. Car d'une certaine façon, les deux sont concurrents. Ils partagent une audience qui désavoue petit à petit l'un, le petit écran, pour s'intéresser à l'autre, l'ordinateur, l'écran d'ordinateur. Certains diront que ce n'est pas pareil, que les jeux vidéo ne peuvent pas être considérés comme des concurrents à la télévision. Eh bien, c'est à la fois vrai et faux. Alors là, tu vois, je suis très... j'aime beaucoup le fait qu'on remonte, qu'on parle un peu du club Dorothée, parce que c'est pas juste le jeu vidéo. Je vois pas pourquoi je regarde l'écran là-haut, c'est toi qui es là. C'est pas juste le jeu vidéo, ça rentre vraiment dans la logique des paniques morales de la droite à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Il y a ces épisodes célèbres de l'histoire où au moment où on invente l'imprimerie, les gens de lettres de l'époque disaient que c'était comment dire, absolument odieux parce que ça voulait dire qu'on allait et dans un certain sens c'est vrai hein, que ça allait complètement tuer l'artisanat, en fait, ce que faisaient les moines, le fait les copistes, de recopier les textes à la main, etc. Quand il y a eu ce qu'on a appelé la Bible de Gutenberg, qui donc du coup est une Bible qui a été traduite en langage, ce qu'on appelle le langage vernaculaire, le langage des gens du commun, si tu veux, le langage courant. Parce qu'avant ça, les Bibles étaient exclusivement en latin. Et donc, il fallait apprendre le latin pour lire la Bible. Ça a été considéré comme complètement odieux parce que mettre à la disposition de tout le monde, ça allait détourner les gens de la religion, etc. Et que l'autorité des prêtres allait disparaître, etc. Voilà. Et on a eu ça à chaque fois quand le livre de poche est arrivé, ça a commencé à gueuler, etc., etc. Là, à l'arrivée du jeu vidéo, forcément, ça a été très mal vu. Les dessins animés japonais, bah effectivement, hein, le Club Dorothée, normalement, si t'as un petit peu renseigné sur ces trucs-là, tu sais que Ségolène Royal, elle s'est illustrée dans sa jeunesse avec des takes ultra réactionnaires à base de oui, les dessins animés japonais qui sont en train de bousiller le cerveau des gamins, etc. C'est toujours le même mécanisme, hein, les paniques morales. Quand il y a quelque chose qui change, c'est plus comme avant. Et ben les vieux, ça les fait flipper. Et quand je dis les vieux, c'est les gens qui sont vieux dans leur tête, hein, les réactionnaires. Le passage sur les médias, entre guillemets les nouveaux médias, tout ce qui est Internet, Twitch, YouTube, etc., perçu comme une menace et une concurrence directe à la télévision. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un peu vrai, c'est un peu faux. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vrai que la posture, en fait, la posture des gens de télévision a vraiment s'ancré dans le format télévision, le format chiant, et donc à se pincer le nez en fait en rejetant tout ce qui vient de l'internet et toutes les évolutions intéressantes qui naissent sur internet et qui pourraient être appliquées à la télé pour rendre les choses intéressantes, ça fait que la télé vieillit d'autant plus. Et effectivement, moi la dernière télé que j'ai possédée, c'était il y a bien 10 ans, hein. Ça doit faire 10 ans que j'ai plus de télé. Donc bon. Voilà. Certes, on reprend l'article. Certes, il ne s'agit pas du même genre de contenu. Le jeu vidéo s'apparente plus à un loisir, tel que la lecture ou le cinéma. Ça aussi,
c'est intéressant parce que, comment dire, le cinéma a été perçu à une période comme étant une concurrence directe à la lecture. Et en plus de ça, une concurrence directe qui, parce que le cinéma te donne directement les clés de lecture, là où la lecture te force à utiliser ton imagination, le cinéma a été perçu comme quelque chose d'abrutissant par rapport à la lecture. Et les gens disaient, oui, c'est terrible, avec le cinéma, les gens seront décérébrés, patati patata, enfin bon. Voilà. Mais dans les faits, il y a pourtant bel et bien une forme de concurrence. Car quand le jeu vidéo commence à exploser avec l'arrivée de la NES et de la Master System, un problème se pose dans les foyers. Contrairement aux bornes d'arcade et aux ordinateurs, pour jouer, il faut s'emparer de la télé familiale. La plupart des foyers ne possédant qu'une seule télévision à l'époque, il faut donc faire un choix. Regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo. De fait, cette nouvelle industrie devient donc un concurrent direct de la télévision, et cela se ressent auprès de ceux qui l'animent. Il suffit de voir les premiers reportages télé sur les jeux vidéo pour comprendre qu'il y avait une véritable tendance à décrédibiliser et de nuire à ce nouveau médium. Et là, on a une citation. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le verdict sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Donc ça, c'est un classique chez les réactionnaires. Considérer que tout comportement, souvent les comportements progressistes en plus, les comportements qui rentrent pas dans l'ordre naturel des choses tel qu'on le connaît déjà, tel qu'il est déjà institué, c'est la preuve d'une pathologie, d'une maladie mentale, des choses comme ça. Et c'est terrible parce que, bon là, c'est juste pour dire du mal du jeu vidéo, voilà. Mais ça permet de justifier, enfin, on sait que l'homosexualité a été perçue comme, enfin perçue, a été présentée longtemps comme une maladie mentale, et ça arrive encore aussi chez certaines personnes d'extrême droite. Dans les milieux réactionnaires, tout ce qui est quand t'entends des Stern ou des Moutot te parler du transgenrisme comme une pathologie mentale, etc., etc. Donc LGBT, tout ça. Le gauchisme aussi, faut écouter là-dessus ce que peuvent dire des gens comme Papacito ou autres, à base de oui, le gauchisme qui est une maladie mentale, le communisme, une maladie mentale, des choses comme ça. C'est vraiment cette. Il y a cette idée, je l'ai déjà dit, hein, et je leur dirais, mais dans l'extrême droite, et en fait, je dis l'extrême droite, mais la droite est déjà porteur de ces schémas de pensée. Parce que la différence en gros entre la droite et l'extrême droite, c'est que la droite est conservatrice, à tendance réactionnaire. Et que le passage du conservatisme à la réaction, c'est justement ce qui fait que tu passes de la droite à l'extrême droite. Quand tu assumes la réaction, tu passes à l'extrême droite. Enfin bref. Oui, donc cette conception organiciste des sociétés, de l'être humain, etc. Cette idée selon laquelle une société, une culture est un corps, euh, donc avec des bras, des jambes, machin, et que tout ce qui vient la modifier, l'altérer de quelque manière que ce soit est une agression extérieure, un virus en gros qui vient et qui rend malade le corps en tant que tel. Une évolution de la culture, c'est pour les conservateurs à tendance réactionnaire et les réactionnaires du coup,
c'est un problème, c'est une pathologie, c'est un virus qui s'empare de toi. Et, du coup, on a un extrait de Lina. Alors, je vérifie quand même que j'ai mis le son. Voilà, des vidéos, très bien. 1983, les jeux vidéo sont-ils dangereux? Un reportage qui est le résultat d'une enquête. Une enquête sur l'influence des jeux vidéo sur les enfants. Mhm. Influence ou effet bénéfique, effet négatif. Regardez cette enquête de Michel Perrault. Ah, je crois que Euh, le sujet va venir. Vous allez voir. le rythme est pas... Ouais. Oh, La mâchoire les est creusée, transitions, le son est le regard dégueulasse. fixe Ouais, et voilà. les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 Ouais. consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Hmm. Un mal qui Voilà. répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. Voilà, une épidémie, un mal qui répand la terreur. Mon père, ça le fait rire, Ouais, il c'est... aime bien, quoi. Bon, mon père, lui, il reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Ce qui est bien, c'est la difficulté. Plus c'est difficile, plus c'est marrant. On découvre beaucoup de choses, quoi. On connaît pas. Et C'est marrant, c'est des gaines qu'ils ont. C'est marrant, c'est des gaines qu'ils ont, les gamins, parce que tu te dis, imagine-le avec 20 ans de plus, clairement, la même dégaine, la même, la même manière de se tenir, de parler, de se mouvoir, tu sais, comme ça. Les mêmes fringues, enfin, le même style vestimentaire. Ah, c'est ouf. Ils doivent avoir quoi 14 ans, ces gamins-là 12, 14 ans? Un truc comme ça? Et ils ont déjà des dégaines d'adultes. j'aime bien quand ça bouge plus, parce que j'ai de réflexion. À un moment, ça commence un peu à être énervant, mais sinon, c'est bien. Et Schtroumpf. Mhm. Là, le focus sur sur la bouche et sur les réactions du gamin à ce qui se passe dans le jeu, c'est aussi pour montrer en fait l'aspect. Tu sais, c'est les quand tu au cinéma, quand tu veux montrer que quelqu'un est dérangé dans sa tête, etc. Tu le fais avoir des mouvements comme ça, des trucs, des tics bizarres, bêtement Barty Croupton dans Harry Potter, c'est le coup de langue là. Je sais pas comment il fait, il se lèche la langue ou un truc, enfin, il se lèche les lèvres, un truc comme ça. Voilà, c'est là jusque dans le montage et la mise en scène du reportage, ils sont vraiment dans cette logique de décrédibilisation du jeu vidéo. Qu'est-ce qui dans ces jeux peut à ce point solliciter leur intérêt et leur attention? Une enquête de la Sofres réalisée auprès de 250 enfants de 7 à 14 ans nous apprend que la majorité d'entre eux aiment être ainsi projetés dans un autre univers, surmonter les difficultés et surtout réaliser des performances toujours supérieures. Ce qui en soi est pas très enfin, rien d'exceptionnel quoi, c'est ce qui fait aussi l'école a prétention à ça aussi. Alors peut-être pas pour les univers imaginaires, mais tout ce qui est s'améliorer, se confronter à des difficultés et les dépasser et être dans la performance, c'est ce que fait l'école déjà, donc ah bon. Avec le jeu vidéo, ils participent, et ils participent avec passion. Et il y a une espèce de compétition avec soi-même, ils veulent se vaincre eux-mêmes, ils veulent gagner.
ils veulent réussir. Et à partir du moment où un enfant veut réussir, évidemment, il y a un dynamisme absolument extraordinaire qui existe en lui, et je trouve que c'est excellent. Ce qui peut être dangereux dans ces jeux, c'est le fait que ça se joue avec un écran très près du visage. Alors là, effectivement, au bout d'une heure de jeu, les enfants peuvent souffrir des yeux. Sinon, ces jeux sont très intéressants et très amusants pour les enfants. Là, tu vois, c'est intéressant parce qu'ils ont quand même pris la peine de questionner des gens qui s'intéressent à la chose et qui en disent du bien. Nous autres adultes, on n'est pas habitués à ce type de jeu, alors on les regarde d'une certaine façon. Mais pour l'enfant, c'est quelque chose de naturel, de normal. Ça fait Merci partie beaucoup, de madame. leur tour, qu'ils le comprennent et qu'ils le connaissent. Et je crois qu'il l'adapte bien dans sa vie. Il ne lui apporte pas trop d'importance. Pour lui, c'est la même chose que de jouer au cow-boy dehors. Il y apporte un temps. Je crois que l'enfant a une attitude beaucoup plus raisonnable que l'adulte face aux jeux vidéo. C'est hyper intéressant ce qu'elle vient de dire. Et c'est hyper intéressant et c'est à mettre en parallèle aussi avec les évolutions actuelles sur tout ce qui est les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Moi, je vois déjà, hein, je vais avoir 30 ans, mais je suis déjà un vieux con sur certains trucs. Et ouais, accorder aux enfants, hein, aux identifiés enfants, un peu de confiance sur ce qu'ils font, ça fait pas de mal, ça fait vraiment pas de mal. Et comme je dis, hein, il faut apprendre à considérer les enfants comme des adultes en cours de formation, mais des adultes quand même. C'est important. Alors, si certains adultes s'inquiètent autant de ce phénomène, ne serait-ce pas en réalité de peur d'être surpassés par leurs propres... Ah, bah voilà. Là, on dit les choses. Je suis content de ce petit article. Il part avec un a priori négatif, mais il prend le temps quand même de questionner les choses et de peser le pour et le contre. C'est intéressant. J'allais dire, j'ai pas l'impression qu'on fait comme ça aujourd'hui, mais en vrai, je regarde tellement plus la télé que je pourrais pas dire. Je pourrais pas comparer. Dès les années 80, on commence à se demander si les jeux vidéo ne seraient pas un danger pour nos enfants. Cette année-là, la télévision française produit d'ailleurs un reportage sur ce nouveau divertissement qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. Là, c'est l'article, enfin c'est quoi? Le reportage qu'on vient de voir. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir les mots qui sont employés. On parle d'épidémie et d'un mal qui touche les plus jeunes. Des mots reflétant l'angoisse ambiante des adultes concernant les jeux vidéo, mais absolument pas les propos des professionnels de la santé et du jeu qui sont interrogés. Ça, c'est un résumé très carré de ce qu'on vient de voir. On aime d'ailleurs beaucoup cette phrase de la ludologue Mathilde Maraninchi, qui garde encore beaucoup de sens aujourd'hui. Je crois que l'enfant a une réaction beaucoup plus raisonnable que l'adulte face aux jeux vidéo. C'est bien. Même dans ce genre de reportage, pas forcément à charge, on retrouve facilement des raisons de détester, voire même d'avoir peur des jeux vidéo. Que cela soit volontaire ou non, le résultat est le même. S'assurer que les jeux vidéo restent un divertissement de niche pour la génération micro et pousser les parents à ne pas en acheter pour leurs enfants. Et dans les années 90, les médias vont trouver l'argument parfait pour ça. Alors, le premier était un reportage de 83, là on va voir en 92, donc 9 ans plus tard. Déjà accro aux jeux vidéo. Mais tu pourrais trouver ce même genre d'histoire, ce même genre de personnage dans des bouquins. Pourquoi l'ordinateur? C'est plus vivant.
Waouh, le mec est vraiment pénétré quand il répond. Waouh, c'est plus... Cette mise en scène. Quelle horreur. Ah, c'est horrible. C'est quoi cette mise en scène là? Avec le gamin assis par terre, tout bien, tout sage, chacun des deux parents dans un fauteuil. Waouh. Ah, c'est dégueulasse. Les aides de dépannage comme ça, c'est comme ça qu'a commencé notamment... alors, j'allais dire Akira Toriyama, mais Akira Toriyama, c'est le créateur de Dragon Ball. Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Satoshi Tajiri, il a commencé justement comme ça, il jouait en fait aux bornes d'arcade et il s'est mis à écrire des articles en fait d'astuces sur les jeux auxquels il jouait et il a créé ce qu'on appelle un fanzine qui justement aidait les joueurs à aller plus loin dans leurs jeux vidéo en recueillant et en centralisant des astuces. Et c'est comme ça que sont nés justement les magazines de jeux vidéo d'astuces. C'est hyper intéressant parce que ce taf-là, c'est un taf qui est né au début au début du jeu vidéo. Et qui aujourd'hui en fait a plus ou moins disparu. C'est-à-dire que ça se fait toujours, mais là, standardiste, qui est appelé pour machin, l'internet a complètement bouleversé ça. Et ouais, c'est hyper intéressant aussi de voir que on a suffisamment de recul déjà au niveau du jeu vidéo pour voir déjà des transformations au sein de l'industrie et de tout ce qui tourne autour. C'est très cool, je trouve, parce que il y a aussi cet aspect-là qui est pas imputé aux jeux vidéo, hein, mais cet aspect de au lieu de gérer les problèmes dans la cellule familiale, etc., de se dédouaner et de se délester sur des trucs artificiels comme ça, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit ça peut être la drogue, ça peut être autre chose, mais ouais, c'est problème qu'on a avec notamment les petits gamins aujourd'hui et les tablettes. C'est le gamin totalement libre avec sa tablette, c'est pas forcément. Et je dis ça, moi, au niveau du jeu vidéo, mes premiers jeux vidéo, c'était quoi? Ça devait être Pokémon, mais tu vois, j'avais déjà 8 ans. J'avais déjà 8 ans quand j'ai eu ma première console et mon premier jeu. Du coup, je crois que je jouais déjà aux jeux vidéo avant ça en vrai. Parce qu'on avait une Sega. J'avais déjà joué un peu à Tomb Raider, je crois, sur l'ordinateur. À d'autres trucs. Ouais. Enfin bref. Violence et addiction. Les jeux victimes de tous les maux. Dans les années 90, le monde du jeu vidéo connaît un emballement médiatique sans pareil. Après quelques sujets ponctuels sur Gaël, 11 ans et déjà geek, ou Laurent, 14 ans, concepteur de jeux vidéo, les médias passent à l'étape supérieure. Les jeux vidéo rendent accros et violents. Les sorties de Doom, Night Trap et Mortal Kombat. Alors, Night Trap, je vais regarder vite fait ce que c'est. Night Trap sur PC est un jeu d'aventure qui se déroule comme un film interactif. D'accord, c'est un... Je crois que c'est un AMV qu'on dit. Je sais plus. Le joueur incarne un agent du SCAT et doit protéger 5 jeunes filles d'une horde de vampires à l'intérieur d'une maison. Il faut tendre un maximum de pièges et surveiller en permanence l'action à l'aide des caméras de surveillance. Pour arrêter les buveurs de sang, de vrais acteurs sont présents pour les scènes cinématiques du jeu. Ok. Donc c'est un AMV. Je crois que c'est AMV qu'on dit. Sur le même principe que ce qui a donné plus tard. Comment ça s'appelle? Night at Freddy's? Je sais plus.
Avec les peluches, là. Donc Doom, Mortal Kombat vont grandement contribuer à la mauvaise presse des jeux vidéo. Les parents s'inquiètent tant et si bien que les politiques s'emparent du sujet, notamment lors de la fameuse audience de 1993. Alors c'est quoi l'audience de 1993 ? Système de censure aussi USA. Ok, c'est ce qui a créé. C'est ce qui a amené à la création de l'ESRB du coup. Qui nous dit. Donc c'est l'équivalent de PEGI. Hein. D'accord. Donc aux États-Unis. Mais étrangement, cette inquiétude n'est pas extrêmement relayée dans les médias. Certes, ils parlent de temps en temps de la violence de certains jeux, comme Death Race ou Mortal Kombat, mais ce n'est pas un sujet récurrent selon Olivier Mocco. Le bonhomme a justement étudié la médiatisation des problématiques de la violence et de l'addiction aux jeux vidéo. Et pour lui, c'est un événement en particulier qui va profondément changer la façon qu'ont les médias de parler de cette industrie de plus en plus importante. La fusillade de Columbine du 20 avril 1999. Et effectivement, Columbine, c'est un truc... Donc, fusillade de Columbine, si tu sais pas ce que c'est ce qu'ils appellent des mass shootings. Un meurtre de masse dans un lycée aux États-Unis, donc à Columbine, où je crois que c'est 2 gamins qui arrivent armés dans leur lycée et qui font un carnage. Là. Il y a un super documentaire qui s'appelle Bullet for Columbine, si je dis pas de bêtises. Par ce super documentariste américain. Alors, je vérifie le nom. Michael Moore. Non, c'est Bowling for Columbine, du coup. Je vérifie. Ouais, Bowling for Columbine. Michael Moore. De ces... Moi, alors en documentaire Bowling for Columbine, je l'avais vu au lycée, dans le cadre des cours d'anglais. J'avais vu aussi Where to Invade Next, qui est un documentaire de 2015, toujours de Michael Moore, qui va en Europe et qui prend tout un tas d'idées très, très intéressantes qui se font en Europe un peu partout. Voilà. Encore une fois, tout commence avec un drame. 12 élèves et un professeur trouvent la mort tués par 2 de leurs camarades. Cet événement va profondément émouvoir les États-Unis et même le monde entier, si bien que plusieurs films, livres ou musiques se sont inspirés de ce tragique événement. Mais, à l'époque, on ne pense qu'à une chose, trouver un responsable. Malheureusement, se pencher sur la question du port d'armes, qui paraît en toute logique centrale dans cette affaire, ce n'est pas envisageable. Il ne faut pas toucher au sacro-saint 2e amendement, ni aller embêter la non moins sainte NRA, donc National Rifle Association. Voilà. Donc le 2e amendement, c'est 2e amendement de la Constitution américaine, celui qui établit comme un droit inaliénable le droit de porter une arme et de s'en servir du coup. Et la NRA, la National Rifle Association, c'est concrètement le lobby des armes aux États-Unis. Alors on cherche autre chose. Et chez Eric Harris, l'un des tireurs, on finit par trouver ce qu'il faut. Des disques de Marilyn Manson et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des jeux vidéo et un intérêt tout particulier pour Doom 2. Bingo, le jeu vidéo fait enfin la une des journaux en Amérique puis ailleurs. Le but n'est pas de parler du médium en soi, mais de lui donner la place qu'il conserve encore aujourd'hui dans la plupart des médias généralistes et surtout à la télévision. Un responsable pour expliquer les drames en tout genre.
Et là, c'est terrible parce que ça montre aussi à quel point, comment dire, c'est le principe de la chasse aux sorcières. On avait déjà parlé de la Red Scare ou de comment ça s'appelle, la Satanic Panic. Donc la Red Scare, c'est la peur rouge. C'est plutôt au moment de la guerre froide et c'est la crainte du communiste, de tout ce qui s'approche de près ou loin du communisme et qui va être introduit et vraiment inscrit culturellement. La satanique panique, c'est l'idée selon laquelle, notamment par l'intermédiaire du jeu de rôle, le satanisme est en train de dévoyer la jeunesse, etc., etc. C'est ce qu'on voit notamment dans la série Stranger Things. Voilà, voilà. Et là, on est sur autre chose. Donc, Marilyn Manson, ça rentre aussi dans la logique de la satanique panique. Hein. C'est oulala, c'est dangereux, le métal, les choses comme ça. Et bah les jeux vidéo, pas de bol, le mec il fait un mass shooting dans un lycée et en plus de ça, il joue à un jeu vidéo qui consiste à tuer des gens. Ah bah tiens, doit y avoir un lien. Bref. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment une question de... Et c'est ce qu'on voit actuellement aujourd'hui, hein, aussi. C'est-à-dire que si le jeu vidéo, les réseaux sociaux sont mis en avant pour dire oui, en gros pour expliquer, c'est pour trouver un responsable, pour dire c'est la faute de ça ou ça. C'est pas pour... Et c'est problématique parce que comme sur beaucoup trop de sujets, en se focalisant à pointer un responsable, on en oublie de... En fait, on saute les étapes et on en oublie de prendre le temps de se pencher sérieusement sur les sujets et d'essayer de comprendre. De comprendre qu'est-ce qui amène à ceci, cela, parce que pour limiter le temps d'incertitude qui est effectivement compliqué à supporter. Mais du coup, ça fout le bordel. Comme le souligne, parce que bon, je dis ça fout le bordel, bêtement, on l'a vu notamment au moment du Covid, l'arrivée du Covid, l'incertitude et l'inquiétude vis-à-vis des dangers du Covid, ça a amené à mettre en avant un coupable, les Chinois, et ça a eu pour conséquence directe une augmentation très conséquente de tout ce qui est agression. Alors je sais plus comment on dit. Asiophobie peut-être. Je sais plus comment on dit, mais en gros, les Asiatiques se sont vus beaucoup plus agressés, insultés, etc., etc. Parce que il fallait trouver un responsable et que le responsable c'était les Chinois au sens très large, donc les Asiatiques. Et c'est ça aussi le danger de ces explications simplistes. Voilà, voilà. Comme on dit, hein, c'est le principe de la chasse aux sorcières. Si tu dis ah c'est la sorcellerie, c'est machin, c'est bidule, plutôt que de te pencher sérieusement et d'essayer de comprendre le sujet que tu as, et ben tu en arrives à faire des procès pour sorcellerie et puis brûler des gens sur le bûcher. Alors que leur seul crime c'était d'être un petit peu en dehors des cases. Mais bon. Comme le souligne Olivier Mocco, on assiste donc à un tournant décisif dans le traitement médiatique des jeux vidéo en les inscrivant dans une problématique sociale. Oh, pardon, je vais faire une pause vite fait pour me moucher.
Bref. Le jeu vidéo devient un sujet que l'on peut traiter dans les rubriques politique et éducation, non plus comme un simple divertissement. Et ça intéresse beaucoup les médias généralistes. Outre quelques émissions spéciales, ils avaient globalement ignoré le sujet jusqu'ici, laissant les journalistes spécialisés et très majoritairement cantonnés à des médias dédiés décortiquer les jeux comme ils le souhaitaient. La ligne était si marquée entre les deux qu'une rencontre paraissait impossible. On le voit d'ailleurs déjà dans les reportages cités plus haut. En 83, ce ne sont pas des journalistes de Tilt, par exemple, que sont allés chercher les équipes de la télévision, mais bien des psychologues et des ludologues, des spécialistes certes, mais pas des spécialistes du jeu vidéo. Forcément, le sujet a fini par se concentrer quasiment exclusivement sur des thèmes proches de ces spécialistes, à savoir la violence et l'addiction. Et les pathologies mentales. La difficulté rencontrée, donc là c'est une citation, la difficulté rencontrée par les journalistes dans les années 90, alors ça doit être une citation du coup de Olivier Mocco dans sa thèse sur la médiatisation des problématiques du jeu vidéo et de l'addiction aux jeux vidéo. La difficulté rencontrée par les journalistes dans les années 90 de trouver des experts concernant les jeux vidéo permet dans un premier temps d'expliquer l'entrée de la parole psy dans l'analyse. La circulation circulaire non pas de l'information mais du répertoire de contact diffuse l'expertise psy dans le milieu journalistique et engendre une normalisation progressive des problématiques dans un recyclage endogène des sources exogènes. La conséquence directe de ce mode de fonctionnement est la surreprésentation de la parole des psys en tant qu'experts du jeu vidéo, qui imposent ainsi leurs problématiques, entraînant un cadrage normalisé du sujet en termes de violence, puis plus tard d'addiction. Donc, pour résumer très succinctement, parce que dans les années 90, c'est compliqué de trouver des experts du jeu vidéo, les journalistes vont chercher des psys. Et parce que ces psys-là et le nom de ces psys-là va circuler entre les différents journalistes, la parole de ces psys-là et donc les problématiques de ces psys-là, à savoir les problèmes psy et l'addiction, vont se généraliser et va devenir omniprésent. À chaque fois qu'on parlera du jeu vidéo, on demandera son avis à un psy et donc on parlera forcément des sujets du psy, l'addiction aux jeux vidéo. Voilà. Et donc, c'était bien un extrait de la médiatisation des problématiques de la violence et de l'addiction aux jeux vidéo par Olivier Mocco. M-A-U-C-O. Le jeu vidéo devient ainsi un véritable sujet de société pour les médias. Un objet dont on ne souhaite pas parler en soi, mais qui est présenté comme symptomatique ou responsable de telle ou telle réalité. Ainsi, quand en 2001, l'émission Ça se discute parle de violence à l'école, elle dédie tout un pan aux jeux vidéo. Et, de fil en aiguille, on se retrouve avec des reportages de près d'1 heure parlant exclusivement de l'addiction ou de la violence des jeux vidéo. Toujours plus ou moins reliés à des exemples précis ou à des événements tragiques. Et c'est exactement le même schéma que l'on retrouve aujourd'hui avec celui de Saint-Jean-de-Luz. Donc Saint-Jean-de-Luz, c'est l'école privée qui se trouve à Saint-Jean-de-Luz dans laquelle un gamin de 16 ans a poignardé sa prof. Presque 25 ans plus tard, rien ne semble avoir changé. Les mentalités changent-elles ? Même si on s'en étonne encore, mais si on s'en étonne encore, c'est parce qu'en toute logique, cela aurait dû changer. On est bien loin des débuts balbutiants des jeux vidéo. Aujourd'hui, l'industrie pèse lourd, très lourd. Si on pense au chiffre d'affaires, c'est la première industrie culturelle au monde, une industrie dans laquelle est bien intégrée la France, qui consomme et produit énormément de jeux vidéo. Même dans certains médias généralistes, le sujet est maintenant considéré comme un divertissement digne d'intérêt, voire même parfois une proposition artistique à part entière. Et puis, la génération biberonnée à la NES a grandi et remplit maintenant les bancs des rédactions et même de l'Assemblée nationale, c'est dire.
Parce que oui, à l'Assemblée nationale, on a une quantité phénoménale de députés et eux qui jouent aux jeux vidéo. Et ça, c'est très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant parce que ça permet du coup de se pencher sérieusement sur les sujets qui tournent autour du jeu vidéo. Voilà. Les chaînes télé proposent d'ailleurs des programmes intéressants et réguliers sur certains aspects de l'industrie. Et pourtant, on retrouve encore et toujours les mêmes poncifs à la télévision. Pourquoi ? Eh bien, en partie à cause d'un automatisme vieux comme le monde, le tautisme. Qu'est-ce que Eh bien, il s'agit tout simplement d'un autisme tautologique. Je vous l'accorde, à moins d'être un spécialiste en communication, cela n'aide pas vraiment. Alors, autisme, tautologie, on va voir ce qu'ils en disent plus explicitement, mais je ne suis pas certain que le terme autisme à cet endroit-là soit pertinent. Pour la faire courte, il s'agit d'un automatisme qui consiste à répéter encore et encore et à apprendre pour acquis l'image de la réalité qui a été donnée par le passé. Ah, ok. Ce concept défini par Lucien Sfez en 1988 s'applique tout particulièrement aux médias et de façon assez critique. En se relayant les uns les autres, ils érigent pour fait des représentations de la réalité qui deviennent petit à petit la réalité pour ceux qui les lisent ou les reprennent. Dans notre cas, l'autisme consiste pour un média à répéter l'image véhiculée sur les jeux vidéo par ses prédécesseurs depuis des années, échappant de fait à la réalité du sujet. Et puis, il faut rappeler que c'est en partie ça que le public de ces chaînes de télévision recherche. Les joueurs ne sont clairement pas l'audience visée par ces news, par exemple, et le discours qui nous hérisse tant les poils colle très certainement parfaitement avec ceux qui regardent ces chaînes. Et on soupçonne également une petite volonté de faire le buzz en étant toujours plus caricatural dans ses propos. La violence des jeux vidéo répond d'une approche autistique par ce renfermement sur la dimension violente des jeux vidéo et tautologique par l'équation répétée que les jeux vidéo rendent violents. Ok. La médiatisation des problèmes de la violence et de l'addiction aux jeux vidéo. Ah ouais, ok, c'est toujours de Olivier Mocco, en fait, cette citation. Pardon. Pour ne pas aider, la presse spécialisée reste globalement marginalisée. Si des rubriques dédiées décortiquent en profondeur le jeu vidéo sur les médias généralistes, elle évolue souvent en parallèle de ces derniers. Chez Le Monde, par exemple, on ne parle pas jeux vidéo dans la section culture du site, mais dans la rubrique part à part qui s'appelle Pixel, qui fait, cela dit, un excellent travail. Je conseille un Pixel. Chez Arte, on a une portion dédiée également, toujours de l'excellent travail. Comme quoi, même s'il y a du mieux, la frontière entre la presse jeux vidéo et le reste, et la presse généraliste, est toujours bel et bien réelle. Peut-être que cela joue un petit peu sur la situation. En effet, s'il y avait plus de gens connaisseurs sur les plateaux télévisés, notamment, on entendrait probablement moins d'âneries de ce genre, ou bien elles seraient contrées aussitôt. Donc là, on a un tweet de Sunday Stream sur un extrait de Kevin Bossuet. Alors, les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo en train de jouer à des jeux extrêmement violents. Quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. Ok. Affiche. Jeux vidéo, les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo en train de jouer à des jeux extrêmement violents et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. Les élèves... Bon, littéralement ce qu'il a dit, hein. C'est triste. Et donc Sunday Stream qui répond, disant que j'écris Motherload partout en m'attendant à devenir riche. Alors ça c'est une blague. Motherload, si je dis pas de bêtises, c'est un cheat code
pour obtenir de l'argent. Rechercher. Pour obtenir... Voilà, c'était dans les Sims. Le code pour l'argent, c'était Motherload et ça te donnait une quantité de thunes. Voilà. Mais heureusement, on peut compter sur de plus en plus de personnes pour faire tampon entre la presse traditionnelle et la presse spécialisée, comme ce cher Chrono par exemple. Et c'est peut-être ainsi, en créant toujours plus de liens entre ces deux parties de la profession, que l'on parviendra enfin à ne plus marginaliser les jeux vidéo. Mais bien, ce genre de propos. En tout cas, cela a déjà commencé sur les réseaux sociaux, où les dires de Kevin Bossuet, par exemple, ont clairement des airs de plaisanterie moyenâgeuse. Les mentalités ont changé, il ne reste plus qu'à s'adapter. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous verrons à la télévision un débat intéressant et renseigné évoquant posément les vraies questions qu'il y a à se poser sur l'accès des jeux vidéo violents par les plus jeunes, comme il y en a pour les films et la littérature. Très bien. Ok. Bon, tu sais pas, je vais aller faire un tour sur Twitter. Voir si le sujet jeux vidéo, parce que c'est un truc récent, est toujours en tendance. Donc tendance, on a Bardella, Macron, Le Havre, Bezos, Laurent Blanc, Minsk, Kremlin, Salon de l'Agriculture, l'Inde et Mandanda. Bon, bah non. Mandanda. Ok. Eh ben écoute, on va arrêter là. Oh bah oui, j'ai parlé une bonne heure, c'est sympa ça. Voilà. Comment dire? Bah, l'article était intéressant. C'est toujours bon, c'est important de parler du jeu vidéo et d'en parler sérieusement. Parce qu'on a beaucoup trop de problématiques avec justement des gens qui n'y connaissent rien, à qui on donne la parole, et c'est insupportable. Voilà. Qu'est-ce que je peux te conseiller comme émission, notamment sur YouTube, parce que Twitch, je regarde pas des masses pour aller plus loin, pour parler de jeux vidéo. Dans la légende, donc c'est Click TV, dans la légende, il y a Trax. Alors c'est pas spécifiquement du jeu vidéo. Trax, donc c'est chez Arte. Non, c'est pas Arte, Trax, je sais plus. Mais qui parle beaucoup de sujets de société et avec un œil très progressiste et très au fait des sujets. Pixel, je sais pas s'ils sont sur YouTube. Non, pas l'impression. Voilà, je pense que c'est pas mal pour commencer, et puis voilà. Bon, nous on va se laisser là. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Et bah voilà. Tchou, prends soin de toi.